Bonjour, merci de nous accueillir chez vous pour votre journal hebdomadaire, une édition où bien évidemment il sera question, encore une fois, de confinement et de déconfinement, avec notamment notre foire mensuelle et la réouverture du clic de notre cité, une livraison de denrées alimentaires au magasin solidaire et la reprise des travaux des souterrains. Nous parlerons donc projet touristique, ce avant d'aller à l'école de dessin et de passer à quelques notes de musique où c'est une nouvelle rubrique, nous découvrirons un instrument proposé à l'apprentissage à l'école de musique du Cateau-Cambrésis avant de découvrir une rubrique service proposée par Pôle emploi et le dernier épisode de notre belge ami Michel Vergal de Source Sûre s'attaque aujourd'hui à la politique belge. C'est sous le soleil du 8 juin que Claudette Courte a parcouru la foire mensuelle, une foire un petit peu plus longue que d'habitude, les affaires reprennent, une foire d'après confinement où les commerçants ainsi que M. Crappé, appariteur, ont répondu aux questions de notre journaliste. Alors comment s'est passé le confinement? Comment se passe le déconfinement? Tu préfères la femme? Les noirs ou les bleus? Jean-François Bantini, je suis commerçant sur la foire du Cateau depuis une vingtaine d'années. Vous pouvez nous rejoindre tous les deuxièmes lundis de chaque mois, comme d'habitude. Alors, je voudrais savoir comment vous avez vécu le confinement et le déconfinement en tant que commerçant non sédentaire. Très dur, très difficile au début, on ne savait pas comment ça allait se passer, mais après on était content de reprendre. C'était compliqué pendant le confinement. Comme tout le monde. Vous avez posé des questions au niveau des finances, je présume. Oui, bon, on a eu beaucoup de questions au début, mais après, au bout d'une quinzaine de jours, on a commencé à avoir quelques réponses, on a été un petit peu aidés, ce qui nous a permis pour certains de pouvoir, passer un confinement à peu près potable sans trop s'inquiéter. Vous avez eu des aides financières Oui. de centres de commerce, d'artisanat, c'est ça? Non, du gouvernement. Du gouvernement. Donc ça a permis de passer avec le plus de quiétude. Alors mais maintenant, donc, comment ça se passe avec les clients? Pour l'instant, c'est plutôt calme aujourd'hui. Les clients commencent à revenir un petit peu, mais beaucoup d'inquiétudes chez les personnes âgées, ce qui est normal. Mais je trouve que il y a beaucoup de jeunes de moins de 50 ans qui s'inquiètent pour pas grand-chose, puisque le Covid ne touche que les personnes en général de plus de 65-70 ans. Je suis grosse pour ça. Bon, ouais. Oh, beffroi. Faites-lui des grands coups. Alors comment va la petite famille? On va très bien. On est ravis de venir à la foire de Le Cateau et retrouver nos super commerçants. C'est vrai ça. Ah c'est vrai. oui, c'est vrai. Bon, il y en a qui ne savent pas très bien compter. Oui, bon. Hein. L'un dans l'autre. Alors est-ce que vous avez trouvé votre bonheur? Ah oui, impeccable. On va partir en vacances, alors il faut se rhabiller, des shorts, des t-shirts, des casquettes et tout. Apparemment vous avez tout trouvé? Bah oui, impeccable. Monsieur Ramdan, confection enfant et chaussures enfants, sur le Cateau depuis quelques années, déjà une bonne dizaine d'années.
Alors, je voudrais savoir comment vous avez vécu le confinement en tant que commerçant non sédentaire et maintenant la situation actuelle. Comment écoute, vous la vivez? En tant que confinement, c'était un mal apparemment nécessaire. On y a perdu plus qu'on y a gagné. On a eu la chance que monsieur le maire du Cateau nous a envoyé 500 €. Parce que ça, on l'a vécu dans aucune autre ville, tu vois. Après le confinement, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de marchés qui ne sont pas repris. À part la foire du Cateau, il n'y en a aucune qui a repris avant septembre. Donc ça fait quand même un gros manque à gagner. Je faisais beaucoup de foires, donc je les ai toutes un peu perdues, tu vois. On a eu la chance de reprendre ici le 11 mai. Quand Alain Crapé m'a appelé pour me dire que le maire nous autorisait à déballer, je suis tombé un peu dénu, tu vois. Et que heureusement qu'on a eu cette chance-là que monsieur le maire nous ait permis de déballer. Parce que comme tu vois, il y a un peu de monde et c'était un peu dur le mois dernier, mais là ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Les gens sortent, réapprennent à vivre, ce qui est déjà pas mal. Ça, faut le rendre au crédit de la municipalité du Cateau quand même, à la base. Puis après, on fera avec ce qu'on a. Hein. Comme dirait, sans être défaitiste, on vit avec ce qu'on a. Hein. La place, on est là, le temps il se prête à peu près. On a un place agréable, une mairie qui nous laisse déballer. Je n'en demande pas beaucoup plus à la vie. Voilà. Faut dire la vérité comme elle est. Il faut dire merci à qui de droit. Voilà. Et puis maintenant, c'est les clients qui viennent vous acheter, voilà. Non, mais on a eu de la petite clientèle depuis ce matin, là, qui est bon an mal an, n'était pas très nombreux, mais avait un panier moyen qui n'était pas désagréable. Non, la journée d'aujourd'hui n'est pas désagréable. Elle est même plutôt agréable. Alors, monsieur l'appariteur, comment se passe cette foire? Cette foire du mois de juin se déroule très bien. Apparemment, il y a un peu plus de monde que d'habitude. J'essaie de varier les choses au maximum parce que c'est pas évident à l'heure actuelle. Ils ont besoin de tous travailler. Et donc, j'espère que le temps va être de la mise pour qu'ils puissent bien travailler et que le monde vienne un peu au Cateau ce jour de foire. Alors par rapport au mois dernier, est-ce que vous avez modifié le fonctionnement de cette foire par rapport au coronavirus? Coronavirus, c'est-à-dire oui, j'ai été obligé de la modifier un peu étant donné qu'on n'a pas pu mettre les barrières tout en haut de la place parce que c'est trop étroit. Le mois dernier, il n'y avait personne devant la pharmacie Clotilde et devant la renommée Patrick Fossé. Donc on a dû installer des gens aujourd'hui, on ne pouvait pas mettre les barrières. Mais dans toutes les autres villes, apparemment, que ce soit Soma ou Cambrai, il n'y a plus de barrière. Le CLIC, Centre local d'information et de coordination, vous le savez, a déménagé depuis pas mal de temps maintenant, place du Général de Gaulle. Confiné, le CLIC avait une activité restreinte. C'est maintenant l'heure de la réouverture, une réouverture à l'heure du déconfinement avec toutes les mesures qui s'imposent. Découvrons-les. Madame Brisset, bonjour. Bonjour. Alors, racontez-nous un petit peu comment vous avez vécu ce confinement ici au CLIC. Alors, tout départ, nous, on a respecté les mesures gouvernementales, c'est-à-dire que le CLIC a fermé ses portes le 17 mars. Donc, l'équipe a continué de travailler en télétravail. Donc, notre activité auprès des personnes âgées a continué avec un accompagnement vraiment personnalisé. Et en plus, nous avons contacté les personnes que l'on avait repérées isolées ou les aidants pour leur réexpliquer les mesures barrières et puis la conduite à tenir en cette période de confinement. Bien sûr, toutes nos actions collectives ont été suspendues, notamment les ateliers qui étaient prévus, l'atelier numérique, l'atelier sommeil sur toute l'agglomération Cathésie-Caudrésie et la CCPS de Solesmes.
Depuis le 2 juin, nous avons réintégré les locaux avec une journée de télétravail pour l'équipe, pour éviter aussi la promiscuité de l'équipe. Pour l'instant, nous recevons le public uniquement sur rendez-vous pour aider à la complétude de certains dossiers, mais on fait le maximum de travail par téléphone. Les visites à domicile ne se font que vraiment en cas de particularités spécifiques, notamment s'il y a besoin d'aide pour les fins de vie et pour les personnes qui sortent d'hospitalisation. On a vraiment renforcé le partenariat avec le centre hospitalier de Leucateau, où on a vraiment été le relais. Je tiens à remercier vraiment toutes les personnes qui se sont investies auprès des personnes âgées, notamment les auxiliaires de vie qui ont su s'adapter à ce contexte et qui ont permis aux personnes de vivre le mieux possible dans cette période de confinement. Alors donc maintenant, vous repartez le mieux possible. Voilà, donc pour les personnes, les actions individuelles, il n'y a pas de problème, nous reprenons une activité quasi normale. Par contre, pour les actions collectives, nous attendons toujours les mesures gouvernementales. A priori, nous allons réorganiser des actions collectives à partir de septembre, mais peut-être sous une autre forme, avec des groupes plus limités, notamment le groupe des activités physiques et les groupes de stimulation cognitive. Donc au lieu d'accueillir une quinzaine de personnes, nous allons peut-être partager le groupe en deux séances pour permettre la distanciation, pour permettre de travailler, de respecter les mesures barrières. Voilà. Et donc le personnel est toujours partant pour... Le personnel est resté très motivé. Ça n'a pas été facile parce que elles avaient des enfants qui n'étaient pas scolarisés, donc il a fallu s'organiser. Mais on a trouvé vraiment une méthode de travail qui nous a permis vraiment de répondre aux attentes des personnes âgées. De plus, on avait un équipement informatique qui nous permettait vraiment de travailler à distance et d'avoir accès à tous les dossiers. Après, nous avons aussi un bon réseau partenarial qui nous a permis aussi d'optimiser les prises en charge pour éviter vraiment les ruptures de prise en charge. Alors, quelles ont été les principales réactions des personnes qui vous contactent ? Alors, les problématiques, c'était surtout les courses et le portage de repas. Donc, on a travaillé notamment beaucoup avec le CCS de Leucateau. Après, nous avons aussi on a eu des difficultés pour des personnes qui avaient des diminutions de ressources financières ou qui avaient aussi un retard dans le versement quelquefois de prestations. Il y a eu beaucoup d'angoisse des usagers par rapport à leur fin de droit, notamment pour les dossiers MDPH, donc sachant qu'il y avait eu quand même des directives nationales donc qui permettaient d'avoir un report de dépôt des dossiers. Et puis les dossiers prioritaires, bien sûr, ont été vus en priorité. Ouais, donc vous avez rassuré les gens. On a beaucoup rassuré les personnes. Donc la première partie, ça a été vraiment le rappel des mesures barrières parce qu'on s'est aperçu que c'était difficile pour les personnes âgées de respecter les mesures barrières et puis il y avait une obligation de soins, etc. Ensuite, on a surtout soutenu les aidants, donc un partenariat avec la plateforme de répit, des bénévoles et vraiment une écoute téléphonique auprès des aidants parce que la plupart du temps, les aidés sont restés au niveau du domicile et le confinement pour les malades d'Alzheimer était problématique. Un dernier mot pour conclure ? Qu'il faut rester prudent et un grand merci vraiment pour les soignants, pour les auxiliaires de vie qui vraiment se sont investis dans l'accompagnement des personnes âgées et je pense que là pour l'instant il faut rester prudent, le virus circule peut-être un peu moins mais il est toujours là donc respecter les mesures barrières et porter le masque le plus souvent possible. Le magasin solidaire vient d'être livré en denrées alimentaires par le département du Nord ainsi que la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Tout de suite, rejoignons l'ancienne école Mortier et écoutons Madame Sylvie Claire, conseillère départementale, Madame Brigitte Grenier, représentant le CCAS du Cateau-Cambrésis, et Madame André Devévert, présidente de l'association Pourquoi pas, qui gère le magasin solidaire.
Aujourd'hui, en fait, il y a la livraison, en tout cas, des denrées et colis alimentaires qui ont été offerts et portés par le département du Nord, donc en partenariat avec la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais et avec l'association, une association sur les fermes et donc des adhérents des fermes du territoire. Voilà. Donc en fait, on a choisi, le département du Nord a choisi de mener cette action, en tout cas de solidarité, à la fois pour venir en aide aux agriculteurs et aux producteurs locaux qui ont besoin d'écouler leurs flux et leurs stocks, et puis aussi pour les personnes qui sont en difficulté eu égard à la crise sanitaire que nous venons de traverser et qui donc ont pu accumuler des difficultés. Donc, on a choisi, Didier Drieux et moi, donc, pour le canton du Cateau, d'identifier la commune de Marcoing via l'association des Restos du Cœur, et ici pour la commune du Cateau, puisqu'elle est chef-lieu de canton, nous nous sommes axés vers le CCAS avec lequel nous entretenons de bons rapports et un bon partenariat, et je salue la présence ici de Brigitte Grenier, et aussi justement par le partenariat du CCAS avec le magasin solidaire, ici représenté par André de Wever, qui est la présidente de l'association. Donc deux associations véritablement sur lesquelles on a pu s'appuyer pour véhiculer justement et amener au plus près des territoires les denrées alimentaires, puisque ce sont des denrées produites localement et ce sont des produits frais, donc qui ont besoin d'être écoulés assez rapidement. Donc on pourra voir, et vous pourrez voir tout à l'heure, qu'il y a à la fois de la viande, des produits laitiers, du beurre, du fromage, des fruits et légumes. Voilà, tout pour constituer des repas de bonne qualité et en tout cas pour le plus grand nombre sur le territoire du Cateau et sur le canton du Cateau. Eh bien oui, nous on a tout de suite répondu banco quand Sylvie Claire nous a contactés pour savoir si on était intéressé par cette proposition qui aurait certainement fait beaucoup d'envieux. Donc Sylvie Claire et Didier Drieux, qui sont nos conseillers départementaux pour le canton du Cateau, ont mis en place cette action qui a été aussi menée naturellement par le président du conseil départemental, qui a donné naturellement son accord pour que le Cateau soit bénéficiaire de tous ces bons produits. J'insiste beaucoup parce que ce sont des produits vraiment des petits producteurs locaux qui sont situés à quelques kilomètres de chez nous, et je crois que ça va être une grande découverte pour certains que d'apprendre à connaître ces produits-là, qui ne sont parfois pas beaucoup plus chers que d'autres dans les grandes surfaces, mais qui sont produits vraiment encore par des gens qui croient en leur métier, qui ont l'amour de leur métier. Donc finalement, je crois que tout le monde est gagnant dans cette action, bon, sauf le département naturellement qui a mis la main à la poche, mais qui va faire des heureux dans les familles qui malheureusement n'ont pas beaucoup de possibilités d'acheter ces produits-là, ou même d'autres, et aussi chez les producteurs locaux qui ont souffert aussi de cette période de confinement par l'absence de vente dans leurs petits magasins de proximité en termes de circuit court. Donc l'idée est venue d'une bonne fréquentation du magasin solidaire, de la reprise de l'activité par Madame de Wever et ses troupes. Donc on compte maintenant sur elle pour apporter ces petits plus dans toutes les familles qui en auront besoin. Voilà, donc encore un grand merci au département de ne pas oublier le Cateau. On entend souvent dire « Ah oui, mais le Cateau, il n'y a que le musée pour le département. » Non, non, croyez-moi, il n'y a pas que le musée pour le département. Madame de Wever, un petit mot. Écoutez, moi je vais dire un petit mot, je vais dire merci. Un grand merci. C'est surtout pour nos clients, enfin nos usagers, je ne sais pas comment on les appelle, mais qui vont être très heureux d'avoir des produits qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir, c'est-à-dire de la viande, des choses comme ça. Et ça va bien nous aider, ça va surtout bien les aider. Je pense que tout le monde va être content et j'espère surtout qu'ils vont venir très vite et très nombreux. Le Cateau-Cambrésis peut s'enorgueillir d'être une ville de trésors dont les souterrains peuvent être une pièce maîtresse. Les travaux viennent de reprendre en vue de l'organisation prochaine de visites pour les particuliers. Claude Delcourt a recueilli le témoignage de M. Modarelli, premier adjoint et adjoint à la culture. Alors, donc, M. Modarelli, nous sommes à l'entrée des souterrains catésiens. Alors ici, on est sous le bureau de M. le maire. Alors qu'y a-t-il comme travaux effectués ici?
Donc voilà, comme vous venez de le dire, nous sommes dans la salle d'entrée des souterrains de Le Cateau, qui sont sous l'hôtel de ville et sous le bureau de Monsieur le maire. Alors, comme vous pouvez le constater par vous-même, lors des travaux de la remise en état et de réfection de l'hôtel de ville et du beffroi, nous avions aussi une partie de soutènement de cette salle. Donc, vous pouvez voir les structures métalliques qui ont été posées. Alors, le choix s'est porté sur des structures métalliques pour plus de facilité de mise en œuvre par rapport à des structures béton. Donc voilà, dans un premier but, c'est de conforter cette superbe salle qui va permettre aussi, dans quelques temps, l'accueil de groupes qui vont pouvoir visiter ces souterrains. Donc la ville a souhaité remettre en visite ces souterrains qui valent le coup d'être visités. Je pense que c'est à nos joyaux patrimoniaux de Le Cateau, avec l'hôtel de ville, l'abbatiale et autres. Et donc, des travaux conséquents vont être engagés pour une mise en sécurité de ces souterrains, avec une remise en état totale de l'électricité pour que les groupes puissent voir et voyager en toute sécurité, si je veux le dire comme cela, à travers ces souterrains. Ensuite, une deuxième phase de travaux de rejointoiement, de reprise des maçonneries, voilà, de façon à ce que les souterrains soient visitables pour le plus grand nombre, je l'espère, et nous l'espérons. Et puis, cela dans un objectif de, si tout va bien, fin d'année, fin de tous les travaux, parce que c'est un chantier quand même qui nécessite des gens spécialisés dans le domaine de la remise en état. L'électricité, c'est un peu moins compliqué, mais tout ce qui est structure de pierre, de briques, voilà. Donc c'est un travail assez conséquent qui fait appel à des spécialistes. Donc réouverture des souterrains fin d'année dans un premier temps, si tout va bien, s'il n'y a pas de problème particulier. Et ce qui est important, c'est que ces souterrains vont être visitables dans les meilleures conditions possibles, donc les casques, l'éclairage, et puis faire en sorte que refaire vivre ce patrimoine qui est enfoui depuis pas mal de temps et qui n'a pas été exploité. Je pense que c'est intéressant de pouvoir refaire visiter ces souterrains qui franchement en valent la peine. Sachant qu'il y a des inscriptions, il y a des noms de cartésiens ou de non-cartésiens qui sont là depuis pas mal d'années. La plus ancienne des inscriptions, je crois que c'est de 1876, donc ça n'est pas... Voilà. Donc c'est un atout patrimonial très important qu'on veut faire revivre. Alors donc ces visites qui vont être mises en place et organisées et avec un guide en partenariat avec l'Office du tourisme du Cambrésis donc et l'Office du tourisme du Cateau, puisqu'en fait tout ce qui est animation, tout ce qui va être promotion et au niveau de la publicité qui va être faite autour de cela, c'est en partenariat avec l'Office du tourisme du Cambrésis. Et donc c'est eux qui vont organiser et sous réservation les visites prochaines. Soit individuel, en groupe, mais voilà, donc tenez-vous prêts pour les amateurs de vieilles pierres, à ce que fin d'année, début de l'année prochaine, dans les meilleurs des cas, puissiez découvrir, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un joyau de notre patrimoine. Voilà. Enedis annonce des coupures d'électricité le 22 juin prochain de 9h à 11h, 21 avenue Matisse, 11 et 12 résidence Les Myosotis, 2, 11, 14 B résidence Les Cyclamènes et, notez-le, de 13h30 à 15h, rue de la Digue, résidence Duc de Trévise au 1 du 5 au 11, du 15, le 2 et du 6 au 12, ainsi que du 2 au 4 rue Carlier et le 17 rue Charles Sédou. L'école municipale d'art plastique vient de réouvrir ses portes et prodiguera ses cours jusqu'au 4 juillet prochain. Monsieur Luc Carin, directeur de l'école, est à notre micro, ou plutôt celui de Claude Delcourte. Oui, mesdames, messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous annoncer que l'espace des arts réouvre ses portes et donc, par là même, l'école d'art plastique et l'école de musique sont réouvertes à partir de cette semaine. Nous accueillons les élèves et les adultes en groupe restreint, en respectant les distances de sécurité. Chaque élève dispose d'un espace de 4 mètres carrés. Ce qui veut dire que pour les enfants, j'accueille le mercredi après-midi des groupes de 6 enfants à la fois, une semaine sur 2, pour les élèves qui étaient déjà inscrits cette année.
Et pour les adultes, on les répartit dans plusieurs salles et on a une capacité d'accueil de 14 personnes. S'il fait beau, certains peuvent s'installer dans la cour et mettre un chevalet. Donc ça augmenterait un petit peu notre groupe d'élèves adultes. Sinon, l'école fonctionne normalement avec les horaires habituels. Donc, le mercredi après-midi, un groupe enfants à partir de 13h30 et le deuxième groupe à partir de 16h. Ce sont des ateliers de 2 heures. Le vendredi après-midi, on a 2 ateliers adultes, technique et recherche artistique à 13h30 et à 16h, l'atelier dessin jusqu'à 19h. Le samedi matin, atelier adulte, modelage, sculpture, de 9h30 à 12h30. Et l'après-midi, de 14h à 19h, atelier généraliste, peinture et toute technique. Donc nous avons mis en place, pour des raisons de sécurité, des distances à respecter, du matériel à disposition pour se désinfecter les mains, pour se les laver, des serviettes jetables, etc. Donc nous sommes prêts à accueillir le public dans des conditions à peu près normales. Le port du masque est obligatoire à partir de 16 ans et pour les adultes. Pour les enfants, c'est conseillé, mais ça n'est pas obligatoire dans la mesure où moi-même, je porterai forcément pendant toutes les séances un masque pour protéger les autres. Beffroi Vision vous présente maintenant une nouvelle rubrique où vous allez pouvoir découvrir un instrument de musique, un instrument proposé à l'apprentissage à l'école de musique. Cette semaine, la flûte traversière. Voilà, eh bien bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue dans l'école de musique du Cateau-Cambrésis, bienvenue dans cet espace des arts, donc l'espace des arts qui est partagé par l'école de musique d'un côté et l'école de dessin de l'autre. Voilà, donc on va pas vous faire visiter toute l'école de musique ni l'école de dessin puisque c'est pas l'objectif. Par contre, on va vous présenter tous les professeurs qui interviennent dans ces deux structures. Donc, les professeurs de flûte, de clarinette, de trompette, de trombone, de cor, de guitare, percussion, piano 1, piano 2 et orgue. Voilà, donc on va présenter, chaque professeur va se présenter, va expliquer un peu comment fonctionne son cours, peut-être expliquer un peu son parcours professionnel, comment on devient prof de musique, parce qu'on ne devient pas prof de musique par hasard, hein, c'est une motivation, c'est une vocation de départ, c'est beaucoup de travail. Donc voilà, chaque professeur vous expliquera comment il est devenu prof et ce qu'il propose aux différents élèves à l'intérieur de ses cours de musique. Voilà, donc cette année 2020 est un peu perturbée, a été fortement amputée puisque toutes les auditions d'élèves ont été supprimées, les spectacles de fin d'année, oui, voilà, les journées portes ouvertes, les auditions d'élèves, les évaluations, la remise des diplômes, tout ça, tout est supprimé. On ne sait pas comment ça va reprendre en septembre. On espère que ça reprendra dans les meilleures conditions possibles et qu'on pourra reprendre nos activités à l'école de musique plein pot. Voilà, c'est un peu notre espoir. C'est vraiment ce qu'on voudrait. Voilà, et donc, nouveauté cette année, on va prendre les réinscriptions des anciens élèves à partir du 29 juin, donc jusqu'au 2 juillet. Et donc, pour permettre aux anciens élèves qui vont se réinscrire à l'école de musique de recommencer tout de suite leurs activités musicales en début septembre. Voilà, les inscriptions pour les nouveaux élèves, on les fera après, puisqu'on va faire des présentations scolaires, certainement, j'espère qu'on pourra les faire, et donc on fera de la publicité pour l'école de musique dans les écoles, etc., à Beffroi Vision, dans la presse locale, etc. Donc j'espère qu'on pourra faire des présentations d'instruments en milieu scolaire pour pouvoir montrer aux enfants du Cateau, leur faire essayer les instruments aussi. Bon, ce sera peut-être pas évident, mais on va trouver une formule pour pouvoir mettre ça en place. Alors, l'école de musique, elle va fonctionner l'année prochaine, j'espère en septembre, plein pot. Donc on a déjà pas mal d'idées sur des concerts, sur des auditions. Ça se met en place maintenant et donc j'espère qu'on pourra se réaliser de façon optimum l'année prochaine à partir de septembre 2020. Voilà. Bienvenue à l'école de musique et bonne visite.
Bien, moi, je m'appelle Jean-Jacques Brouck, et je suis professeur de flûte à l'école de musique de Le Cateau. Alors, depuis combien de temps? Oh, ça fait une dizaine d'années, depuis une dizaine d'années. Voilà. Donc, avant de parler un peu plus de l'école ici au Cateau, alors parlez-nous un petit peu de votre parcours professionnel musical. Alors, mon parcours n'est pas bien compliqué. Moi, j'ai commencé dans l'harmonie de mon grand-père. À cette époque-là, nous avions des musiciens qui faisaient des cours, et donc moi et mon frère avons commencé à apprendre la formation musicale et les instruments, donc dans l'harmonie de mon grand-père. Ensuite, eh bien, nous sommes allés au conservatoire. J'ai eu mon prix de conservatoire de Roubaix. Ensuite, je suis parti à Paris. J'ai travaillé avec le soliste de l'Opéra de Paris. Et ensuite, je me suis tout naturellement lancé dans le professorat, c'est-à-dire l'enseignement de mon instrument. Voilà. Qui est? C'est une bonne question. Qui est tout simplement, voilà, la flûte traversière. La flûte traversière parce que on la tient sur le côté, tout simplement. Je vais vous faire quelques notes de cet instrument. Voilà à peu près le son de cet instrument. Comment peut-on souffler et jouer dans cet instrument? Eh bien, écoutez, c'est tout simple. Cet instrument se compose de deux parties principales. La première, ici, que l'on appelle tout simplement l'embouchure, ou la tête de la flûte, et cette deuxième partie que l'on nomme le corps de la flûte. Cette deuxième partie peut se séparer également, une troisième partie, mais ces deux parties mises ensemble constituent le corps de la flûte. Le corps de la flûte sur lequel nous allons retrouver des clés qui nous permettent de faire varier le son. Pour faire varier le son, il faut d'abord le créer. Et comment nous allons créer le son? Eh bien, nous allons créer ce son tout simplement dans l'embouchure. Si vous avez déjà essayé de souffler dans une bouteille, comme ça, eh bien c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on envoie de l'air se casser en deux sur un biseau en face, et ça crée le son, c'est-à-dire on met en vibration l'air à l'intérieur du tube. Là, je le fais comme ça. Là, le son est créé, on fait rentrer le son dans le corps de la flûte, et ensuite on fait varier le son avec les clés. Donc, lorsque l'on commence à faire de la flûte traversière, généralement, on commence entre 7 et 8 ans. Lorsque l'on vient au cours de flûte, eh bien, les premières semaines, le seul travail qui est fait, et c'est le travail le plus important au début, c'est d'apprendre à faire un joli son dans l'embouchure. Alors on essaye plusieurs sons comme ça pour dire de maîtriser un petit peu ce que l'on doit faire au niveau de la bouche. C'est-à-dire que les lèvres doivent rester souples, elles doivent être relativement... On doit envoyer un petit filet d'air très fort sur le devant, mais les lèvres doivent rester souples pour... Si les lèvres ne sont pas bien fermées, l'air passe sur le côté et ça fait... Et ça, c'est pas un son de flûte, tout simplement. Et avec ce son-là, on ne peut rien faire. Donc, dans les quelques premières semaines, on apprend à souffler là-dedans. Et dès qu'on a une maîtrise du son dans l'embouchure, eh bien là, on commence tout simplement en mettant l'embouchure sur le corps de la flûte.
eh bien, on commence à apprendre à mettre ses doigts, à tenir l'instrument. Voilà. Quand on a 7-8 ans, généralement, ça ne pose aucun problème. Pour les enfants qui sont peut-être un peu plus petits en taille, il y a des flûtes adaptées, des flûtes particulières pour les enfants plus jeunes, plus petits, voilà, en taille. Mais a priori, la flûte que je joue, c'est la même que vous jouerez à la classe ici de l'école de musique de Le Cateau. Donc, au début, je vais vous jouer par exemple un petit morceau qu'un enfant qui a commencé au mois de septembre peut jouer au mois de février. Je veux dire février. Voilà, au mois de février, un enfant ne sachant rien et débutant au mois de septembre est capable de jouer ça, est capable d'avoir une maîtrise, une première maîtrise de son instrument. Après, bien sûr, il faudra quelques années pour aborder un répertoire plus difficile, un peu à la fois, avec le travail régulier, puisque lorsque l'on commence un instrument de musique, il ne faut pas oublier qu'en fait, c'est une éducation de ses doigts, des réflexes. Voilà, avoir créé des habitudes. Et les habitudes, on ne peut les avoir que lorsque on en fait régulièrement. Donc, il n'est pas question de travailler 2 heures par jour, mais d'avoir son quart d'heure dans la première année, son quart d'heure tous les jours ou à peu près tous les jours. Ça permet d'avancer correctement sur l'instrument, sur n'importe quel instrument de toute façon. Voilà. Alors maintenant, quelques petites choses sur l'instrument, puisque la flûte est utilisée un peu dans tous les répertoires, dans tous les styles. On peut faire des choses très lentes. Comme ça, par exemple, on peut faire des choses très rapides. Comme celle-là, comme dans pas mal d'autres morceaux. On a beaucoup de flûtes dans les orchestres, dans l'opéra. On a beaucoup de flûtes aussi dans les contes musicaux. Par exemple, on peut faire ça. Voilà, pour ceux qui ont reconnu le petit oiseau de Pierre et le loup. Voilà, et bien cet instrument, moi je l'enseigne ici à l'école de musique de Le Cateau, et vous pouvez venir me voir, ne serait-ce que pour tester. Voilà, on n'est pas obligé de s'inscrire directement et rester si on n'en a pas envie, mais vous pouvez tous passer à l'école de musique, vous venez dans nos classes. Moi, si vous venez dans la classe de flûte, je vous ferai essayer de souffler déjà dans la tête de la flûte, et si vous avez un joli son dans cette tête de flûte, eh bien, ça voudra dire que vous pouvez continuer à travailler cet instrument si vous en avez envie, et alors à ce moment-là, là, vous vous inscrivez donc à l'école de musique. Voilà, eh bien écoutez, moi, à la rentrée, je suis à votre disposition, et je vous attends dans ma classe de flûte à l'école de musique de Le Cateau. Merci. On est là pour vous est une rubrique proposée par Pôle emploi. Cette semaine, Pôle emploi vous parle des personnes en situation de handicap. Vous êtes en situation de handicap, Pôle emploi développe des solutions pour vous, pour plus d'accessibilité.
Vous bénéficiez d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et vous êtes à la recherche d'un emploi en milieu ordinaire, vous pouvez avoir accès à des dispositifs d'accompagnement spécifiques. Tout d'abord, ça commence par vous accueillir au mieux, quel que soit votre handicap. Au-delà de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, nos agences sont équipées de dispositifs d'accueil pour les personnes sourdes. Par exemple, vous pourrez échanger avec votre conseiller grâce à une tablette et un service d'interprétariat à distance retranscrit soit en langue des signes, soit sous format texte. Et si vous êtes malentendant, votre agence peut aussi mettre à votre disposition une boucle à induction magnétique pour amplifier la parole. Sachez qu'à Pôle emploi, il existe des conseillers qui sont référents sur les sujets de recherche d'emploi pour les candidats en situation de handicap. Ils travaillent en collaboration avec votre conseiller et en partenariat étroit avec Cap Emploi, les missions locales et les maisons départementales des personnes handicapées. Ils connaissent l'ensemble des prestations financées, notamment par l'AGEFIP, pour faciliter votre retour à l'emploi. Sur l'Emploi Store, vous trouverez des services dédiés comme un HandiMOOC sur la recherche d'emploi. Des réseaux sont aussi là pour vous aider, que ce soit Réseau Handicap ou le réseau Talentéo. Pour plus d'informations, prenez contact avec votre conseiller. Il trouvera toujours une solution pour vous accompagner. Michel Vergal vous propose sa 74e pastille de sources sûres cette semaine, la politique belge. Et il faut bien dire que notre ami belge s'y connaît bien en politique belge. De sources sûres. Les Français, pas tous évidemment, mais beaucoup de Français, quand ils ne savent pas de quoi parler, ils parlent de politique nationale. Bon, on en dit du bien, on en dit du mal, ça dépend des avis, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. En Belgique, quand on parle de politique, bon, c'est aussi pour quand on n'a rien d'autre à discuter, mais en plus c'est beaucoup plus spectaculaire, hein. Quand on parle de politique, on parle plutôt de ce qu'ils ne font pas, contrairement à la France. Pourquoi? On vote pour ces gens-là. Ici, on a voté au mois de mai, on est maintenant presque au mois d'octobre, enfin, on est au mois d'octobre et on n'a toujours pas de gouvernement. Vous imaginez, pendant ce temps-là, ils ne font rien. Ceux d'avant, ils sont quand même payés parce qu'on ne les a pas encore foutus dehors. C'est facile, ça. En France, là, vous avez la chance, quand on vote, ben, en général, dans les semaines qui suivent, on a déjà un gouvernement. Mais ici, en Belgique, d'ailleurs, on en arrive à un point tel que le rêve d'un Belge, d'un enfant, surtout, et des parents pour les enfants, c'est que leurs enfants deviennent des hommes politiques. Hein. Ah ben dites, payés grassement, on vote pour eux, ils ne font pas de gouvernement, comme ça, ils peuvent rester, c'est des vacances, c'est des années sabbatiques, comme ça, mais des années, pas des mois. Hein. Donc, et en plus, grassement payés, et pendant le temps qu'ils discutent, soi-disant, pour former un gouvernement, ils discutent plutôt pour ne pas en former, ils font des dîners d'affaires, des dîners de discussion, avec des journalistes autour et tout, et quand c'est le moment de discuter, il faut tout le monde en luche. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire la fête, dîner d'affaires. Enfin, moi, je ne comprends pas un bazar pareil. Pendant le temps qu'ils travaillent normalement, quand ils ont fini de faire leur gouvernement et que les députés doivent travailler. Qu'est-ce qu'on voit? On voit souvent la caméra qui balaye un petit peu l'Assemblée. Eh bien, ils sont en train de dormir sur leur chaise. Vous imaginez. Et ça, à mon avis, ils sont en train de digérer tout ce qu'ils ont mangé pendant les discussions pour pouvoir commencer la législature. Hein. La politique belge, c'est quelque chose de vraiment... c'est comique, hein. Vraiment, hein. Mais c'est surréaliste. C'est surréaliste. Allez. Notre édition est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Selon la formule consacrée, retrouvez-nous tout au long de cette semaine lors de nos multiples diffusions. Tout de suite, eh bien, je ne passe pas la parole à André Biangou, puisque pas de sport dans notre cité pour cause de Covid, pas de page sport. Merci, à très bientôt sur les antennes de Beffroi Vision.